De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola a todos. Vous m'avez manqué. You can't do what we want to do. Ah, il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais. Logique. On a dit pas les mamans, pas les francs. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Et bonjour tout le monde, bonjour les amis, bel été à vous, merci d'être là. Nouvel épisode, 32e semaine de votre podcast préféré de l'autre côté du mur les amis. Jean-Michel Aplati pour vous servir avec moi comme d'habitude, monsieur Trotsky. Salut Trotsky. Salut Jean-Michel Aplati, là je suis tout penaud là. Ah là, je suis avec une star là. Le mec il a des affiches du Tour de France à son nom. Je te dis là, je sais pas comment je vais me comporter aujourd'hui. Hein. Je co-anime avec une star internationale. Hein. Non mais tu me flattes, mais en même temps c'est vrai que je suis tombé. Écoutez, il y avait le Tour de France hier, l'étape c'était Toulouse, et donc j'étais sur TikTok tout à l'heure là, ouais. Et je regarde un article, enfin une vidéo par hasard de La Dépêche, parce que bon, je suis pas La Dépêche sur TikTok, mais comme je regarde les vidéos du Tour de France, ça m'est proposé quoi. Et là donc ils font un TikTok sur les meilleures pancartes du Tour de France, ouais. Et que vois-je? Une énorme pancarte marquée Jean-Michel Aplati. Alors je l'ai envoyé directement à Titi. Je lui ai dit mais putain, ça y est, je suis populaire, il y a des gens qui me veulent à la tête de l'État, ça y est. Donc on vous conseille d'aller voir là si vous avez TikTok. Après je pense qu'elle est aussi sur Facebook ou c'est le compte de la Dépêche du Midi, je crois. Donc oh putain, c'est exceptionnel. Les meilleures pancartes du jour, partie 5 sur TikTok les amis. Et là vous voyez un mec, c'est pas du tout moi, avec un maillot du TFC là, de Toulouse, là, une casquette noire et juste en haut une énorme pancarte affichée là avec marqué Jean-Michel Aplati. Mais c'est énorme, non mais c'est énorme. Et là, les mecs ont sélectionné ça, c'est ça qui est trop bon en plus. Eux ils se sont dit, c'est génial comme meilleure pancarte. Non mais franchement, vous me faites bien des honneurs les amis. Alors si c'est fait exprès, si c'est vraiment un auditeur du podcast qui a fait ça, eh ben je l'en remercie. Et puis si c'est une coïncidence hasardeuse, eh bien j'invite tous les gens qui ont adoré cette pancarte à taper Jean-Michel Aplati sur internet et peut-être à nous trouver. C'est ça. donc voilà. Ouais. Donc ça y est, Jean-Michel Aplati président. Bon bah écoutez, ça me fait bien plaisir. Comme ça me fait plaisir évidemment de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Cette semaine, épisode spécial Hongrie, et on va s'arrêter juste à cette rubrique là. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine en fait, comme on n'est pas là, Trotsky est en vacances encore une fois. Oui, Trotsky fait le Tour de France la semaine prochaine. Pays d'extrême droite. Ah non, pas du tout. Ouais. non. Donc en fait, on va pas pouvoir enregistrer. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va sortir en fait un pendant ce temps-là un peu spécial la semaine prochaine du coup. Un pendant ce temps-là spécial affaire Brigitte Macron les amis, puisqu'il y a eu de nouveaux rebondissements dans cette affaire. Donc ça sera l'épisode de la semaine prochaine à découvrir. Trotsky, ah oui, le sondage de la semaine dernière. Ah oui, j'avais oublié. Il n'y a pas de souci. Le sondage de la semaine dernière, en plus, il était purement bien complotiste comme il faut. Donc, pour tous ceux qui nous ont rejoints là cette semaine, vous allez voir, ça va donner un petit peu le ton. C'était la série de suicides est-elle au centre de l'affaire Alstom? Et la réponse qui a gagné est oui. La série de suicides, c'était donc Olivier Marleix, Éric Dénessé, etc. On en a parlé la semaine dernière. Ceux qui ne connaissent pas l'épisode, allez-y. C'était dans l'épisode sur les Pays-Bas. Bon les amis, sans plus attendre, c'est parti. On prend l'avion et on file direction la Hongrie, 32e pays de votre podcast préféré. De l'autre côté du mur. Et oui les amis, la Hongrie, il fallait bien qu'on l'aborde à un moment. Ce pays, vilain petit canard de l'Union Européenne, le pays d'extrême droite par excellence. Vous vous rendez compte, monsieur Orban, il interdit la Gay Pride. Bon, il fallait qu'on en parle, et ça tombe bien puisque Trotsky revient justement de Hongrie. Donc on s'est dit... en plus c'est tout frais, c'est-à-dire que je reviens d'hier en plus. Donc c'est-à-dire que niveau fraîcheur des souvenirs, là je suis au max. Évidemment, on savait qu'on allait faire cet épisode, donc j'en ai profité pour ouvrir grand mes yeux, mes oreilles et prendre quelques notes. Donc comme ça je vais vous... En fait, le principe c'est que on va vous parler de manière générale de la Hongrie, comme on fait d'habitude en travaillant, en faisant nos recherches. Et là, on va vous parler du concret
quand j'y suis allé, le quotidien, comment ça se passe. Alors moi j'étais à Budapest, alors il y a bien un ou deux rageux qui vont dire Budapest ne représente pas la Hongrie, sauf que il y a un problème, il n'y a pas de problème justement, sauf que en fait la Budapest c'est quasiment 2 millions d'habitants et la Hongrie c'est 6 millions. Donc en fait un tiers de la population habite à Budapest, donc quand même Budapest représente quand même une grande partie de la Hongrie. Voilà, c'est pour directement, j'évacue cette critique-là. Avant de parler de politique hongroise, petite histoire, petit retour en arrière sur ce pays tant fascinant qu'est la Hongrie. Oui, parce qu'ils ont une histoire. En fait, chaque pays, il faut quand même le comprendre via son histoire. Donc, je vous fais ça vraiment en 30 secondes. Comme en plus, j'ai révisé là-bas grâce à des superbes visites, des audio guides. C'est assez facile. En gros, à la base, ils appartenaient à cet empire extrêmement puissant, comme c'était la France à l'époque. Avant que ça devienne, pendant ce temps-là en France, on était extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ben en fait, eux, c'est pareil. Ils étaient dans l'empire austro-hongrois. À l'époque, les Bismarck, les trucs comme ça, les colonies. Enfin bref, c'était les mecs les plus chauds d'Europe avec nous et les Anglais. Ensuite, cet empire-là s'est détaché en 1000 morceaux. Là, j'avance un petit peu, mais ils ont un petit peu pris leur indépendance, mais ils se sont pas mal bastonnés avec les Serbes, avec les Roumains, etc. Donc, on leur a gratté beaucoup de territoire. La Hongrie est devenue vraiment petite, alors qu'à la base, elle était beaucoup plus étendue. De là, s'est déclenchée la Seconde Guerre mondiale. Dans la première Guerre mondiale, ils étaient dans la mauvaise alliance. La Seconde Guerre mondiale, les nazis, ils ont mis du temps à s'occuper d'eux, mais quand ils se sont occupés d'eux, ils se sont occupés bien. Et ils sont allés à la fin, parce qu'une fois qu'ils avaient vidé la Pologne, ils se sont dit, bon allez, maintenant on va aller s'occuper de la Hongrie en 44-45, donc c'est vraiment vers la fin. Sauf que là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des partis pro-nazis qui ont gouverné. Il y a des Hongrois qui ont fait, mais attendez, en fait c'est bien, nous on va être pro-nazis aussi. Donc il y a eu des... Ouais, si. Donc il y a eu des déportations de juifs, un ghetto juif à Budapest et tout, comme à Varsovie. Donc ça c'est un peu violent, vous voyez, sur 7 pâtés de maison, on met une barrière, 70 000 personnes, sauf que c'était l'hiver, il faisait moins 30 et bon, démerdez-vous, on verra comment ça se passe. Donc voilà, ils s'étaient un petit peu marqués par ça, ce qui fait que les juifs, il y en a presque plus du coup à Budapest. Ensuite, une fois que les nazis ont perdu, grâce aux soviétiques et aux alliés, aux américains et tout, ils ont été mis sous le joug de l'Union soviétique. Comme c'était à l'Est, vous savez, le bloc de l'Est. Et là, sachez que la Hongrie, ce petit pays quand même, je vous ai dit 6 millions d'habitants, c'est le premier pays qui a essayé de se libérer des soviétiques. Donc c'est-à-dire que le Hongrois est courageux. Le mec, il y avait un bloc de 200 millions de personnes, et eux, ils ont fait, non, on va se révolter, nous, 6 millions. Bon, ils se sont fait écraser, mais... les Russes ont dit, bon, ils vont nous faire chier ces Hongrois là, ils sont trop déter, ils sont trop vénères, et du coup ça a été un des premiers pays à gagner un petit peu d'indépendance. Ils n'ont pas été libérés du joug des soviétiques, non, mais ils ont pu faire un petit peu leur vie de leur côté, pas du tout comme la Lituanie, tout ça, qui ont gardé du coup de l'anti, ils sont restés anti-russes très primaires, mais d'ailleurs les Hongrois aussi on le ressent. En fait la plupart ils parlent assez bien russe, mais ils détestent parler russe à ce sujet-là. Et pour faire un petit peu de politique récente, du coup ils sont vaccinés du communisme et de la gauche également, hein. C'est-à-dire qu'aux élections c'est les Fabien Roussel locales, non, c'est pas très répandu, voyez-vous. Donc voilà, ils ont réussi à se libérer et ensuite quand le mur est tombé et du coup le bloc soviétique est tombé, les Hongrois ont pu reprendre le cours normal de leur vie jusqu'à faire l'erreur de trop et passer du côté de l'extrême droite. Et c'est là que tout bascule avec Viktor Orban. Non, mais le Hongrois est courageux et on le voit évidemment avec son dirigeant Viktor Orban. La Hongrie, c'est un régime parlementaire. Alors, il y a un président de Hongrie, mais en gros, pour vous la faire courte, on s'en branle. Oui, voilà, donc, c'est comme le roi d'Angleterre, quoi, si tu veux. Voilà, il est là pour décorer, si vous voulez, on ne voit jamais. Le vrai boss, le vrai patron, c'est Viktor Orban. Viktor Orban qui est en fonction, les amis, depuis quand même assez longtemps, puisqu'il a été élu la première fois en 98. Donc il a gouverné de 98 à 2002, et puis après, il a rendu le pouvoir. Je dis ça parce que il y a toujours cette rhétorique gauchiste disant quand l'extrême droite prend le pouvoir, elle ne vous le rend jamais. C'est vrai. Orban, lui, l'a rendu, et puis en 2010, il y a le peuple hongrois qui lui dit non, mais en fait, reviens. Non, mais reviens, là, en fait, on t'a adoré, Victor, donc reviens. Et donc, le mec est élu en 2010, réélu en 2014, réélu en 2018, réélu en 2022.
Et il est en bonne position pour être réélu, encore dans. Ça va être bientôt là, les élections là, ça va être l'année prochaine. Il est en bonne position pour être réélu l'année prochaine, même si c'est vrai que là dans les sondages, il est juste derrière l'opposition à quelques points près, mais c'est assez commun chez lui apparemment. Je vois que dans ces dernières élections, dans les sondages, il est toujours très bas et puis à la fin, il finit toujours par gagner. Donc voilà, Viktor Orban, le vilain petit canard de l'Union européenne. Alors lui, l'Union européenne, la Hongrie y est, mais lui c'est à la carte. Voilà. Lui, il est au Buffalo Grill et il choisit. Tu sais, ça me rappelle pendant la campagne de 2022 où tu avais des journalistes qui disaient à Zemmour oui, mais l'Union européenne, c'est pas à la carte, hein. Et Viktor Orban, si. Voilà, je vous le dis. Il prend que entrée et dessert, lui. Il prend pas le plat principal. Voilà, c'est ça. Et lui, il prend ce qu'il veut, les amis, ce qui fait qu'évidemment, il y a des gens comme Valérie Ayé. Ah oui. Valérie Ayé déteste Viktor Orban. Donc si Valérie Ayé dit que Viktor Orban est un enculé, c'est forcément elle a raison. Bah ouais. Attends. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est un phare de la pensée. C'est vraiment, moi, tu vois, elle m'éclaire et je me dis, si Valérie Ayé le dit, je pense qu'il faut que je la suive et je donnerai ma vie pour Valérie Ayé. Déjà, vilain petit canard de l'UE, à tel point, les amis, que là, on l'a appris il y a quelques jours, le Danemark mène une fronde contre la Hongrie. Oui, les Danois, donc le Danemark, qui est un peu la Mecque socialiste par excellence. On en parlera quand même du Danemark dans un épisode. Donc les Danois veulent qu'on suspende le droit de vote de la Hongrie afin de pouvoir faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc voilà, donc tout va très bien. Ursula von der Leyen est en train de plancher sur un projet où on contourne le droit de veto, parce que vous savez que l'Union européenne, en fait, quand on prend une décision, il faut que les 27, c'est ça, ils sont 27, ouais, c'est ça. Soient d'accord. Voilà. C'est l'unanimité, en fait. L'unanimité. S'il y en a un qui dit non, vous foutez votre projet dans le cul. Donc si Ursula von der Leyen dit on aimerait bien, je sais pas moi, construire, mettre, comme elle avait fait Hidalgo, mettre des plugs anal dans chaque capitale de ville européenne. Ouais. Et il faut que les 27 soient d'accord pour qu'il y ait le plug anal. C'est ça. S'il y en a un qui dit non, mais les gens ils vont me prendre pour un fou là, mais ça c'est vraiment passé. Oui, c'est vrai. Vous avez oublié depuis, il s'est passé le Covid, les gilets jaunes, machin, on a revoté Macron, c'est super, mais ça s'est vraiment passé. Putain, mais c'est vrai. Oh putain, attends, il était positionné où ce plug anal? Place de la plug Vendôme ou je crois que c'était Place Vendôme. Voilà, tu vois. Plug anal, tu vois. C'est magnifique. En 2014, je suis sur l'article de Libération. Plug anal de la place Vendôme. L'artiste renonce à quoi? Quoi? T'as un U. Renonce. L'artiste renonce à le regonfler. Oh mais tapez sur internet, je pense que vous avez oublié. J'avais oublié qu'il était vert et gros comme ça. Oh non mais attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Après l'agression jeudi de Paul McCartney lors de l'inauguration de sa sculpture gonflable, des inconnus s'en sont pris. Parce que McCartney, c'est pas lui. Oui, c'est un chanteur, il n'y a rien à voir. Ouais. Mais en fait, comme j'ai les larmes qui coulent dans les yeux, je vois pas bien. Des inconnus s'en sont pris à l'œuvre dans la nuit de vendredi à samedi. Elle ne sera pas réinstallée. C'est les résistants de France. La photo. Ah putain, la photo. Non mais allez voir, je vous en supplie, parce que oui, mais évidemment ça date d'il y a 10 ans cette histoire, donc vous vous en souvenez plus, mais putain, allez voir la photo de cet énorme plug anal place Vendôme. Il y a des immeubles haussmanniens magnifiques et tout autour, superbe, décoré, des petits buissons, et là, un plug anal de 20 mètres, bien vert, dégueulasse. Pourquoi on habite dans un pays de fils de pute comme ça? C'est pas possible. C'était censé être un arbre. Voilà. Oui. Évidemment. Donc voilà, ça c'était pour l'exemple. Donc si Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, dit on veut un plug anal dans chaque grande capitale, il faut que tous les pays de l'Union européenne soient d'accord. Et s'il y en a un qui dit non, le plug anal n'est pas installé. Donc là, la Hongrie, il casse un peu les couilles parce que faut savoir que vos dirigeants n'apprennent jamais de leurs erreurs. L'Ukraine s'est fait envahir par la Russie, on l'a dit dans de nombreux podcasts, parce que l'OTAN avait émis la possibilité
c'était de rentrer, de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui n'avait pas plu à Poutine et ce qui avait déclenché l'invasion. Et là, l'Union européenne dit bon, on va les faire rentrer dans l'Union européenne, comme ça après on pourra les faire rentrer dans l'OTAN, parce que c'est à peu près le deal. Hein. Quand tu rentres dans l'Union européenne, tu rentres à peu près dans l'OTAN, parce qu'il y a une clause dans les traités de l'Union européenne qui dit que chaque pays de l'Union européenne qui est attaqué devra être défendu par tous les autres. Donc c'est une entrée dans l'OTAN dissimulée, si vous voulez. Et puis évidemment, faut savoir un truc, c'est que la Hongrie est un pays très paysan, si vous voulez, où il y a beaucoup d'agriculteurs. En fait, les mecs exportent beaucoup d'agriculture, et donc forcément l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne détruirait complètement leur agriculture à eux, notre agriculture à nous, puisque les mecs, en fait, faut savoir que l'Ukraine c'est tellement un grand pays qu'il y a apparemment il y a des champs de blé qui font la taille du Jura, si vous voulez. Donc, les mecs élèvent des millions de poulets. Enfin bon, bref, c'est un suicide total. Orban qui a d'ailleurs dénoncé il y a quelques jours l'Union européenne en révélant que l'Ukraine bénéficierait d'une aide financière massive, tandis que les agriculteurs européens, eux, n'en bénéficieraient pas. Voilà, ce plan risque de marginaliser l'Europe rurale et de menacer les familles de tout le continent. Bruxelles ne doit pas abandonner les agriculteurs européens au financement de l'Ukraine. Donc voilà, l'UE est toujours vraiment pro-Ukraine, n'a pas laissé tomber ce pays-là. Non, bien au contraire, ils sont bien décidés à les faire rentrer dans l'Union européenne, quoi qu'il en coûte pour les agriculteurs français ou, dans ce cas-là, hongrois. Donc voilà, Viktor Orban défie la Commission européenne sur ce sujet de l'agriculture, mais pas que. Non, pas que. Alors, il y a la liste de tous les vétos qu'il a fait déjà que l'année dernière. Si tu veux, je vous fais une petite liste de à chaque fois qu'il a mis son veto. Alors, il a mis son veto pendant plusieurs mois pour l'aide financière à l'Ukraine. Vous savez, quand vous voulez donner 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, il a mis son veto à chaque fois, jusqu'à ce que les autres États, ils ont dit bon, on va le faire quand même, mais sans Budapest, sans vous, quoi. Donc au final, ça s'est fait quand même. Donc voilà. Il y a eu aussi la fameuse fois de l'adhésion à l'UE pour l'Ukraine, où là, en fait, Orban, il a quitté la salle. Au lieu de voter, il a dit bon, moi je me casse si c'est comme ça, pour les raisons que tu as évoquées. Il y a eu contre les sanctions de la Russie. Les sanctions de la Russie, pareil, eux, ils n'ont pas voté, ils ont mis leur veto pour ne pas sanctionner la Russie. Et il y a eu, alors là, attention, c'est très méchant, très très méchant, pour la reconnaissance des droits LGBTQ+. Ah non, là, la Hongrie, il a dit non, on va pas reconnaître, donc ils ont mis leur veto et ça n'est pas passé. Voilà, en gros, la Hongrie, tous les thèmes où sous l'Union européenne, ils en peuvent plus de la Hongrie, ils n'en peuvent plus, et donc ils ont proposé d'enlever le droit de veto, sauf que pour enlever le droit de veto, si on suit les textes, il faudrait que les 27 disent oui, on enlève le droit de veto. Et sauf que quand ils votent pour ça, la Pologne et la Hongrie disent non, on va pas enlever le droit de veto. Donc ça marche pas, donc on va trouver une solution, vous inquiétez pas. Et oui, parce qu'il y a des alliances au sein de l'Union européenne entre pays d'extrême droite, et les Hongrois évidemment ne sont pas isolés, ne sont pas seuls. Les Polonais notamment sont évidemment avec eux face au gauchisme ambiant de, je sais pas moi, de l'Espagne, de l'Allemagne et de la France. Vous voyez, il y a plusieurs camps en fait qui se dessinent dans l'Union européenne, et évidemment le sujet principal qui sème en fait la discorde entre les pays, en fait, si vous voulez, de l'Est et de l'Ouest, c'est évidemment l'immigration. Et alors sur ça, Orban, Orban, non. Voilà. Accueillir des clandos africains, non. Voilà. Non. Donc, lui, c'est pas son projet. Non, lui, non, il veut pas du tout. Donc lui, il paye quand même une amende tous les jours de 1 million de dollars à Bruxelles pour son refus d'accueillir des migrants. Parce que je vous rappelle, les amis, qu'avec là ils avaient fait une loi sur l'immigration. Là, je sais plus comment ça s'appelle ce projet de loi. C'est un projet de loi immigration au sein de la Commission européenne. Oui. Où en gros, si vous refusez d'accueillir un clando africain à bas cuit, eh bien vous devez payer une amende de 20 000 euros. Donc 20 000 euros par clando africain à bas cuit. Ça fait que aujourd'hui, Orban paye 1 million de dollars par jour à Bruxelles. Donc en fait 365 millions de dollars à l'année d'amende pour son refus d'accueillir des migrants en Hongrie. Donc le mec est très très chaud. Il est tellement chaud qu'à un moment, en fait, l'Union européenne lui a cassé les couilles avec des migrants. Donc en fait, il a fait des bus. Il a pris des migrants, il les a mis dans les bus et il les a envoyés à Bruxelles. Putain, mais c'est un génie créatif. Faut qu'il fasse de la télé. Oui. Non mais
C'est un très très grand ami de Trump. Hein. Donc niveau génie créatif, si vous voulez, oui, non, lui c'est clair que voilà. Oui. Viktor Orban, voilà, qui sur l'immigration donc déclare des frontières fortes, crée une Europe forte. Nous devons protéger nos frontières et nos pays. Des frontières faibles, créer une Europe faible, tandis que des frontières fortes, voilà, créer une Europe forte. Donc bon, Viktor Orban et les frontières, c'est un peu son dada. Il a clôturé sa frontière comme jamais, les amis. Et évidemment, il a fait des lois qui criminalisent toute entrée illégale à la frontière, toute aide. Voilà, si vous êtes un passeur, que vous aidez un petit migrant, là, comme vous savez, le français, là, en tongue, Cédric Auroux, du côté de la vallée de la Roya. Donc, c'est un putain de mec, en fait, qui fait rentrer en 12 des petits clandestins qui vont après aller violer quelques filles en France. Lui, en fait, en France, il a été remercié, il a été décoré, limite. On lui a dit, oui, c'est bien, vous êtes solidaire. De toute façon, la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est ce qu'on me ressort à chaque fois. Voilà. Et moi, je dis toujours que cette devise, c'est une devise française, les amis, qui ne s'applique pas à l'extérieur des frontières françaises. Donc, Viktor Orban, lui, si vous voulez, si vous êtes un passeur en Hongrie, vous prenez 1 à 2 ans de prison. Voilà. Donc, le mec a construit aussi des énormes centres de rétention pour migrants. Enfin, bon, bref, autant vous dire que c'est pas l'Eldorado. Non. Quand tu t'appelles Boubacar, tu vas pas en Hongrie. Non. Tu vas pas du tout. Et les Hongrois sont d'ailleurs très contents. Hein. Tu fais une carte et le premier pays où tu fais une croix rouge, ne pas aller, c'est la Hongrie. Crois-moi que tu fais non, on va pas aller parce que là faut qu'on passe la clôture, faut qu'on passe les centres de rétention, on va pas en Hongrie les gars parce que faut pas. Et alors ce qui est marrant quand même, c'est que vis-à-vis de l'Union Européenne à la base, donc l'Union Européenne dit si vous allez payer 300 millions là par an, et eux ils disent non, on va pas payer votre amende et on va pas payer tous les jours, c'est de la merde. Et du coup l'Union Européenne, pour la petite histoire, ils ont dit c'est super, il y a pas de problème, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous les déduire directement du budget européen, voilà, pour la Hongrie. On devait vous donner de l'argent pour je sais pas quoi. En gros, vous mettez de l'argent au pot et on redistribue pour construire des routes, voilà. Eh bien, ils ont dit on vous reversera pas le forfait de l'amende. En gros, ils ont fait un prélèvement à la source à la Hongrie parce qu'ils n'avaient pas décidé de payer les mecs à la base. Eux, comme je vous ai dit, les Hongrois, non. Niveau autorité, c'est pas les numéros 1 en France. Enfin, c'est pas le numéro 1 du monde plutôt. Donc, vous voyez que les Hongrois mènent la vie dure à l'Union Européenne en étant un pays de 6 millions d'habitants. Donc, nous, quand on vous sort là pendant la présidentielle, là, quand les journalistes de gauche sortent à certains candidats que l'Union Européenne, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent avec l'Union Européenne. Si, en fait, si vous voulez, l'Union Européenne, c'est notre pute, en fait, parce que nous, on est le 2e contributeur net au budget de l'Union Européenne. Donc, sans nous, en fait, on est déjà 2e contributeur net et créateur de l'Union Européenne. Donc, en fait, sans nous, il n'y a pas d'Union Européenne. Donc en fait, oui, messieurs, dames les journalistes, l'UE peut être à la carte. En fait, on peut choisir ce qui est bon dans l'UE et ce qui est pas bon, on peut le dégager. D'ailleurs, je vous le dis comme ça, mais ça, je l'ai appris au fur et à mesure du temps où j'ai pu me renseigner, mais d'ailleurs, il y a pas mal de pays où l'Union Européenne est à la carte. Et le Danemark en fait partie. Oui, le Danemark, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs envoient des négociateurs et ils négocient avec la Commission en disant, voilà, cet article-là, on va pas le respecter parce qu'en fait, ça va pas dans notre sens. Cet article-là non plus, on va pas le respecter parce que ça va pas dans notre sens. Cet article-là, il y a pas de problème, on va le respecter. Et puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer, pas autrement. Pendant que nous, la France, on est là. Oui, pas de souci, vous inquiétez pas, on va respecter tout à la lettre, tout. Il n'y a aucun problème avec nous. Et puis surtout, on va faire respecter aux autres. Voilà. Parce que nous, on est ceux qui appliquons, mais on est aussi la petite police. Oui, attention, la Hongrie, là, c'est vis-à-vis des migrants, mais c'est pas les valeurs européennes et tout. Parce que voilà, on est le petit élève du premier de la classe. Regardez, madame, il ne respecte pas, il met des clôtures, alors qu'on avait dit qu'on mettait pas de clôture parce que l'espace Schengen, c'est super bien, en fait. Oui, c'est ça. Pour les agriculteurs, là, j'ai entendu dire que, en France, c'est l'OFB, je crois. C'est quoi l'OFB ? Donc, c'est des... c'est l'Office pour la biodiversité. En gros, c'est des flics qui arrivent armés dans des exploitations agricoles pour contrôler la taille des haies des agriculteurs français. Mais oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et si la haie, elle fait 3 cm de trop, t'as une amende. Voilà, ok. Alors que par exemple, donc ça, en France, nous on respecte. Putain, on les harcèle, les agriculteurs. En Espagne, par exemple, leur office, leur gendarme de l'agriculture, je peux vous dire que les mecs n'amendent personne en fait. Il n'y a pas de problème. Voilà, ils leur disent attends, fais gaffe, ta haie, elle est un peu trop haute. Essaye de la couper, tu vois. Et ils s'en vont. Nous, non. Nous, on respecte tout à la lettre. Tout à la lettre, on est les petites putes de la Commission européenne, alors qu'en fait, on est les patrons, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans le fait de faire gagner quelqu'un comme Marine Le Pen, c'est que même si c'est pas non plus extravagant, si vous voulez, c'est une alliée d'Orban. Mais si vous voulez, le fait de la faire gagner peut faire pencher la balance de la Commission européenne à droite. Donc, et là, c'est plus pareil.
On n'est plus sur la même Europe, si vous voulez. Donc c'est ça qui est intéressant dans la potentielle future élection de Marine Le Pen. Même si, attention, je le dis encore, c'est pas la panacée. Hein. Oui, c'est ça. Parce que c'est-à-dire qu'elle, je crois pas qu'elle ait prévu de mettre des clôtures, de dire à la commission d'aller se faire foutre. Elle a prévu d'aller à la CEDH. S'il vous plaît, vous pouvez quand même me rendre éligible, ce serait bien. Vous inquiétez pas, on va pas sortir de l'Europe, on va garder l'euro. Vous inquiétez pas, on va être vraiment très gentils. Et quand même, Israël, c'est bien. Et les droits LGBT, on y est. Et l'écologie, c'est super. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même pas une Viktor Orban, hein, donc à voir, mais peut-être oui, ça pourrait faire une différence. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends l'argument, même si attention, Le Pen, c'est quand même bisounours sur l'échelle de l'extrême droite. Hein, c'est bisounours. Oui, bien sûr. En tout cas, Orban, qui est un affreux dictateur d'extrême droite, comme certains médias de gauche aiment le rappeler, Orban qui est quand même le premier président de l'Union européenne à avoir fait un référendum sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Bon, référendum qu'il a évidemment gagné, les Hongrois étant évidemment contre ce référendum. Donc le mec organise un référendum dans son propre pays pour savoir si les Hongrois sont d'accord ou pas à faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Bon, les Hongrois s'expriment, disent non évidemment. L'Union européenne ne tient évidemment pas compte de ce référendum, puisque vous savez que l'Union européenne, hein, depuis l'histoire avec la Roumanie, maintenant on le sait, hein, la démocratie c'est quand eux gagnent. Voilà. Oui, c'est ça. Quand les résultats ne leur sont pas favorables, non. Mais là c'est de la démocratie de merde. Là, c'est de la démocratie populiste, c'est de la démocratie. Non, mais attends, ils ont voté, mais c'est parce qu'ils sont sous l'emprise d'un dirigeant d'extrême droite. Tu comprends, ça n'a rien à voir. C'est pas dans les règles. Enfin, tu sais, les mecs, il y a vraiment les bons votes et les mauvais votes. La référendum, c'est pas des bons votes. Hein. Regardez en France. Hein. Alors, non, ça compte pas. Vous rigolez ou quoi? Ce qui compte, c'est la Commission européenne qui rédige des petits textes qui passent par personne et hop, qui sont adoptés. Hein. C'est ça la bonne démocratie. Vous rigolez ou quoi? Oui, donc Orban, ce dictateur d'extrême droite, propose des référendums, écoute son peuple, est réélu 4 fois. C'est énorme, le mec est en place depuis 2010 quand même. Et les Hongrois le réélisent, voilà, tous les 5 ans, allez, tiens, vas-y, un nouveau mandat, il n'y a pas de problème, vas-y. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. On ne peut pas dire que la Hongrie, même si c'est d'extrême droite, c'est méchant, ne soit pas une démocratie, puisque je vous rappelle que pour entrer dans l'Union européenne, il faut être une démocratie. Hein. Ah oui. Je vous le rappelle. Il faut lutter pour les biens, enfin c'est ce qu'on avait raconté aussi pour l'OTAN, il faut lutter pour la démocratie, il faut respecter, enfin il y a toute une petite charte, voilà, faut être gentil, attention, hein, on rentre pas comme ça si on est méchant, ah non. Ceci étant, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière sur les Pays-Bas, vous avez pu voir que, bon, sur certains sujets, les Hollandais sont très répressifs, notamment sur la criminalité, maintenant sur l'immigration, mais ils sont très laxistes sur certains sujets sociétaux, ce qui n'est pas du tout le cas de la Hongrie. Hein. Viktor Orban et les LGBT, pas tenté. Non, vous avez vu, ça a quand même fait un petit peu la une de l'actualité française, tellement quand même on n'a pas, enfin tellement en fait c'est important pour eux de faire la une sur les méchants d'extrême droite dès qu'ils font des choses qui ne sont pas progressistes, parce que ça nous prouve que nous on vit dans le camp du bien, que nous on fait avancer le monde et que nous c'est la tolérance, etc. Et vous savez, et donc il y avait la Gay Pride qui était prévue à Budapest. Et en fait, Viktor Orban, il a dit non, on va pas faire dépiler les gens tout nus, les transsexuels, voilà, les gens qui sont attachés par des lanières de cuir et tout dans Budapest. Alors pourtant, Budapest, on va en parler, c'est une ville qui est très libérée, etc. Sur la fête. Mais non, tout ce qui est char LGBT dans Budapest, il a dit non, négatif. Et du coup, en France, levée de bouclier, etc. Et LFI, voilà. Regardez, ils répriment nos droits. Enfin, c'était magnifique. C'était, je crois, c'était il y a 2-3 semaines là. Et c'est ce qui s'était passé. Je sais pas si vous avez vu l'actu. C'était absolument phénoménal. Hein. Oui, tout à fait. Et en fait, eux, c'est pas tellement qu'ils sont contre les homosexuels, si vous voulez. Pour eux, en fait, c'est une législation, hein, si vous voulez, le fait d'interdire ces marches des fiertés. C'est des textes donc qui interdisent la tenue de rassemblements qui violeraient la législation donc de 2021, selon laquelle il n'est pas possible de promouvoir auprès des mineurs l'homosexualité et le changement de sexe. Donc eux, ils jugent que en gros, faire une marche des fiertés dans la rue, c'est exposer certains mineurs à l'homosexualité et à la promotion du changement de sexe. Et c'est pour ça que cette Gay Pride a été interdite, mais a quand même été réalisée avec plus de 200 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Budapest, sans que la police n'intervienne. Donc voilà, pour tous les gauchistes comme Manon Aubry, Valérie Yeye et tous les parlementaires français qui se sont rendus en Hongrie pour participer à cette marche des fiertés, ont en fait vu que la Hongrie n'était pas une dictature.
Voilà, qu'ils ont quand même pu faire cette Gay Pride malgré l'interdiction d'Orban, et ils savaient évidemment qu'ils ne risquaient absolument rien et que Orban n'allait pas les faire emprisonner pour ça. Il y a le narratif de la gauche qui raconte qu'ils vont défiler dans un pays d'extrême droite pour les libertés homosexuelles, et puis il y a la réalité où en fait ils défilent et puis ils reprennent l'avion pour rentrer en France, quoi. Oui, non mais c'est ça, comme s'ils défilaient sous des miradors avec des gens en uniforme, avec des chiens, des bergers allemands, et qu'ils allaient se faire courser dans la rue et puis mettre dans des prisons sombres où ils ne reverraient pas le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un peu ce qu'on nous a raconté. Non, au final, il s'est évidemment rien passé. Il y avait la police, ils ont arrêté personne. Ça n'a pas empêché quand même de Viktor Orban de dire que pour lui, la marche, elle était répugnante et honteuse. Voilà, il leur a dit quand même, bon, vous puez quand même la merde, mais je vous arrête pas, faites ce que vous voulez de vos fesses. Et que grâce à la reconnaissance faciale des caméras de surveillance, ceux qui ont participé à cette marche risquaient une amende pouvant aller jusqu'à 500 €. Mais c'est intéressant de parler de ça puisque les gauchistes qui ont participé à cette marche des fiertés, sous prétexte que l'extrême droite menace les droits LGBT en Hongrie, n'iront jamais défiler dans les rues de Téhéran ou dans les rues de Moscou, tu vois. Parce que je pense que les LGBT à Téhéran, je pense que la marche des je pense que c'est très très calme la marche des fiertés là-bas. Bon ils iront jamais là-bas. Ils iront jamais devant le Kremlin défiler avec les LGBT de Russie. Non, en fait, ils le feront jamais. Donc en fait, ces gens-là sont évidemment des fourbes. En fait, ils savent où ils peuvent aller et en fait, ils orientent leur communication en conséquence, si vous voulez. Oui, c'est intéressant de le souligner quand même. Oui, mais pareil. Pour des pays un petit peu amis de d'autres combats, mais ça, ils les critiquent jamais, les pays musulmans. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien qu'ils nous fassent la Gay Pride au Maroc, qu'ils nous fassent la Gay Pride en Algérie, qu'ils nous fassent en Arabie Saoudite, etc. Mais ça, il y a des problèmes. Ou à Gaza, parce que tu sais, là, c'est Gaza pour LFI. Mais là, non, ça marche pas trop, là, du coup, la Gay Pride là-bas. Et on pourrait parler, je pense que ça nécessitera un épisode, mais les lois sur les homosexuels, ne serait-ce qu'au Maroc, c'est pas très loin, machin, etc. Renseignez-vous, vous allez voir, c'est quand même du lourd. Tu sais ce que sont capables de te dire ces gens-là? Ils sont capables de te dire oui, mais ces gens-là sont des pays qui sont souverains. Oui, c'est vrai. Ils ont le droit de décider. Alors, la Hongrie et les pays prétendument d'extrême droite, ça, non, ils sont pas souverains. Donc, non, ils n'ont pas le droit de décider ce qu'ils veulent ou pas pour leur propre pays. Donc, c'est de l'extrême droite d'être contre la marche des fiertés. Par contre, le Maroc ou l'Iran, qui, eux, les mecs, c'est pas qu'ils répriment. C'est qu'en fait, les homosexuels là-bas se cachent, si vous voulez. Ouais. Eux, ça va. Eux, c'est souverain, c'est leur pays, c'est leur culture. C'est génial. Mais c'est comme, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo, où il y a Manon Aubry là face à Hugo Clément. Et Hugo Clément lui dit faut-il interdire la corrida? Manon Aubry dit bien sûr, d'ailleurs, nous allons proposer un texte à l'Assemblée pour interdire la corrida. Oui. Et 2 minutes après, il lui dit faut-il interdire l'abattage rituel? Alors là, elle dit alors là, c'est compliqué parce qu'il faut pas jouer vraiment avec les traditions des gens. Donc Hugo Clément, habile, lui dit oui, mais la corrida, c'est aussi des traditions dans le sud-ouest, par exemple. Oui, c'est sûr, mais c'est pas pareil. Là, je trouve ça un peu compliqué. Donc vous voyez, en fait, ce double discours de la gauche, je crois que je l'ai. C'est pas nouveau. Si tu veux qu'on l'écoute. Ah, tu l'as? Ouais. Vas-y. J'essaie de le faire. Attention, c'est la technique. Est-ce qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France, dans quelques départements? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Aymeric Caron. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? C'est un sujet qui est compliqué. Après, je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis. C'est compliqué, les us et coutumes. Faut faire des compromis. La corrida, us et coutumes, pas du tout, tu rigoles, c'est un truc de blanc. Et les blancs, on les emmerde. Les blancs, faut qu'ils aillent se faire enculer. Mais oui. Exactement. En parlant de blancs, et pour revenir du coup sur la Hongrie, puisque les Hongrois disent fuck à l'immigration venue du sud de la Méditerranée, pour compenser ça, évidemment, il faut une natalité forte. Et le problème, c'est que en Hongrie, on ne fait pas beaucoup d'enfants, 1,3 enfants par femme. Alors ça augmente un tout petit peu. Donc c'est pourquoi Orban commence à prendre en fait ce problème hongrois à bras le corps et essaye en fait de fabriquer une nouvelle génération d'Hongrois. Et il y a quelques jours, Orban a annoncé une exemption d'impôt à vie pour toutes les mères ayant au moins 2 enfants, donc ce qui est évidemment un truc de fou. En gros, le but de Orban, c'est porter la natalité à 2,1 enfants par femme d'ici à 2030, alors que c'est mal parti pour l'instant. Ceci étant, il a un programme sur la natalité, les amis, incroyable. Je vous lis les avantages que vous avez à faire des enfants blancs
en Hongrie, parce que c'est ça dont on parle. Lui, il veut des enfants blancs hongrois idéalement, mais bon, si vous êtes français, il y a peut-être moyen de s'arranger, si vous voulez. Ouais. Donc, les allocations familiales, augmentation des allocations familiales et des subventions pour les parents, notamment des paiements mensuels pour chaque enfant. Alors, pour vous, ça peut vous paraître normal, voilà, mais pour les Hongrois, les paiements mensuels des allocations familiales, c'est peut-être pas aussi évident que nous. Des exonérations fiscales, les familles avec 3 enfants ou plus bénéficient d'exonérations fiscales significatives. Par exemple, les mères de 4 enfants ou plus sont exemptées de l'impôt sur le revenu à vie. Et donc, depuis quelques semaines, c'est les mères ayant au minimum 2 enfants. Les prêts à taux préférentiels, voilà, des prêts à taux très bas ou sans intérêt sont disponibles pour les jeunes couples mariés, notamment le prêt bébé qui offre jusqu'à 10 millions de forints. C'est ça, hein, ouais, donc 30 000 euros environ. C'est ça, c'est la monnaie. Eux, ils sont encore dans leur monnaie. Hein. C'est pour ça. Ok, donc environ 30 000 euros, remboursables sous certaines conditions liées à la naissance du bébé. On a les supports au logement, donc le programme Family Housing Allowance Program, donc traduisez, qui offre des subventions substantielles pour l'achat ou la construction de logements pour les familles avec des enfants. Voilà, les montants varient en fonction du nombre d'enfants. Des aides à l'éducation, augmentation des subventions pour les crèches et les garderies afin de faciliter la garde des jeunes enfants et de permettre aux parents de travailler. Le congé parental et maternité, voilà, prolongation du congé de maternité et de paternité, ainsi qu'une augmentation des indemnités versées pendant ces congés. Tiens, c'est une mesure qui devrait plaire aux gauchistes, ça. Le soutien à la conciliation travail-famille. Voilà, c'est des initiatives en fait qui sont là pour encourager les employeurs à offrir des horaires de travail flexibles et à créer des environnements de travail favorables aux familles. Et enfin, pour finir, on a aussi une subvention de 7 500 € pour un véhicule 7 places dès le 3e enfant. Donc voilà, ça c'est le programme nataliste en Hongrie, les amis. Donc un programme ambitieux qui vise en fait à remonter la natalité qui est en baisse en Hongrie, mais comme dans tous les pays très développés occidentaux, hein, donc c'est pas, il n'y a pas un problème hongrois, il y a un problème blanc et occidental à cette baisse de natalité-là. Alors, ça s'explique évidemment comme le Japon, par... hein, tu vois, c'est pas que blanc. Oui. Asiatique, les Japonais, C'est pareil. ça. Hein. Ben, en fait, c'est ça qu'on remarque, c'est que plus les pays sont développés, Voilà, plus les gens font moins d'enfants. Donc, ça s'explique peut-être par des contextes. Voilà, il y a pas mal de guerres en ce moment, certaines incertitudes. Ils sont dans le taf. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça. Bah, il n'y a pas que de ça. Il y a aussi, tu vois, le prisme de l'écologie, voilà, où les gens pensent que la planète va exploser dans 2 ans. Il y a toutes les guerres du moment. Il y a le fait que, bon, ben, on n'arrive plus à boucler les fins de mois pour certaines personnes. 30 mètres carrés, qu'est-ce que tu vas mettre 2 enfants? Tu vas rien mettre du tout. C'est ça. Donc tout ça n'encourage pas la natalité en Europe et en Occident. Donc ce qui fait qu'on a aujourd'hui une population blanche qui décroît, alors qu'au contraire on a une population africaine qui augmente, même si j'ai vu que là ça commence à se stabiliser. On n'est plus qu'à 4,5 femmes par enfant en Afrique au lieu de 6 il y a quelques années, il me semble. Mais bon, l'Afrique qui dans 25 ans, voilà, le continent africain, il y aura 2 milliards de personnes. Ouais. Dont une grande moitié qui auront entre 18 et 25 ans. Et sur ces 18-25 ans, tu as la moitié qui veulent immigrer en Europe. Voilà. Faites vos calculs. On ne pourra pas les empêcher de venir, alors ça sert à rien de mettre des clôtures. Hein. Bah, ça sert à rien, on ne pourra pas empêcher. Hein. Il n'y a jamais de mur assez haut. Hein. Donc ça vous laisse présager ce qui va arriver dans les années à venir si nous ne faisons rien, évidemment. Donc voilà les amis, pour le côté natalité et immigration. Oui, Trotsky. Petite stat quand même, pour qu'on se rende compte à quel point c'est important, c'est que la Hongrie, l'oseille qu'ils mettent dans ce plan natalité, c'est 5% du PIB. 5% du PIB pour subventionner comme ça la natalité, c'est 2 fois plus que leur budget défense. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'oseille qu'ils mettent? Pour lui, c'est absolument nécessaire de relancer la natalité. Et juste dans les autres conséquences, mais aujourd'hui, je ne ferai pas de misogynie, je pense pas. Mais il y a aussi pourquoi les Occidentaux font moins d'enfants, c'est les relations hommes-femmes a été... détruite. Ah oui. Voilà, à mon avis, c'est surtout ça avant écologie, argent et tout. Mais bon, bref, voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais dire avant qu'on enchaîne. Évidemment, le couple a été détruit. Aujourd'hui, tu te sépares de ta meuf pour un oui ou pour un non. Donc évidemment, ça incite pas à faire des enfants. Et puis aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, vont travailler puisqu'elles ont eu ce droit d'aller travailler. Elles ont combattu férocement pour aller travailler pour un patron. Donc forcément, quand t'es, je sais pas moi, quand t'es comptable, évidemment que c'est quand même l'apogée.
Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, et je critique pas les femmes qui travaillent. Mais non. Mais c'est vrai que celles qui me disent je peux pas faire d'enfant parce que j'ai un job et que la meuf est comptable, bon ben j'ai envie de lui dire ton métier c'est de la merde quand même. Une meuf qui me dit je peux pas faire d'enfant parce que j'ai pas le temps, je suis en bac plus 10, je suis en train de chercher un remède contre le cancer, donc je peux pas faire d'enfant. Je travaille 20 heures par jour, je peux comprendre, tu vois, il y a un but précis, etc., il n'y a pas de problème. Mais quand tu es comptable, je comprends beaucoup moins en fait. Je comprends beaucoup moins. Oui, mais je veux voyager, mais ta gueule. C'est quand le dernier voyage que t'as fait, salope? Mais j'étais au Club Med, pension complète, et je suis pas sorti de toute façon. C'était en Tunisie, et puis je suis pas sorti en fait. Donc j'ai rien vu. Bon bah ferme-la. Mais c'est comme avec le Covid. Les gens qui me disent et moi je suis allé me faire vacciner, pas parce que je croyais au vaccin, mais parce que je voulais voyager. Ah ouais, et du coup t'es allé où? Ah ben nulle part. Ah d'accord, ok. Ouais. Bon bah là c'est à peu près pareil. Bon, enfin bref. Donc en tout cas, évidemment, natalité très importante pour Orban, plus importante que son budget défense, et a raison, puisque si tu fabriques pas une nouvelle génération de militaires, t'auras beau investir dans ton budget défense, si t'as pas de soldats, t'as pas de soldats. Exact. Ouais. Donc c'est logique. Donc voilà, à peu près, on a fait le tour politiquement, en gros, de ce qui se passe en Hongrie. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a notre envoyé spécial sur le terrain. Ça. On a Trotsky qui vient juste de revenir de Budapest. C'est donc ça. Donc là, on a le témoignage incroyable, quoi. Eh oui, j'ai atterri hier, donc figurez-vous, je suis tout à fait en forme. Et puis j'ai quand même passé 4 jours pleins là-bas, donc de quoi faire, de quoi voir, et le jour et la nuit, et un petit peu tout le concret. Alors, donc j'ai plein de choses à vous dire. Je vais essayer d'un petit peu de les organiser. Puis si tu as des questions comme ça, tu les poseras. En fait, moi, ce qui m'a choqué déjà, je suis arrivé, j'ai vu, donc là-bas, il y a 2 choses qui n'existent plus trop à Paris. Ce sont les trottinettes. Tu sais, les trottinettes électriques, on peut louer, etc. Ça a été interdit à Paris. Bon, là, il y a encore beaucoup ça. Donc ça, j'ai vu ça, j'ai fait ah tiens, ils ont encore ça. Et ensuite, j'ai vu un Uber Eats. Je crois que c'est pas la marque Uber Eats, mais bon, bref. Et là, je sais pas, je vois sur 10 Uber Eats, je vois 8 blancs. Et là, je me suis dit, où est-ce que je suis arrivé? C'est le premier truc, ça m'a marqué. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce bordel là? Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la population, comment elle est. Donc concrètement, on va pas faire tourner autour du pot 1500 ans. La population, c'est 95% de blancs. Et de temps en temps, donc je compte pas les touristes, puisque tu as évidemment les touristes indiens, les touristes chinois, les touristes plutôt du Moyen-Orient, tout ça. Mais de Hongrois, tu croises de temps en temps quelqu'un qui a la peau noire ou qui a la peau bronzée. Mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment très rare. En fait, croiser un noir en Hongrie, c'est plus de l'exotisme que de la normalité. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et là, ça induit 2 choses qui sont extrêmement sympas. Bon, il n'y a pas de groupe en fait ethnique entre eux. C'est-à-dire, vous savez, vous, dans toutes les places de vos villes où que vous habitiez, quand vous traversez la place, je sais pas, de la République, je sais pas comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle à Bordeaux. Bon bref, j'ai oublié du jet d'eau, de je sais pas quoi. Il y a ces groupes de French Arabics, comme disent les étrangers, où ils sont là, ils sont 10, ils sont 15 entre eux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas à Budapest, non, ils sont pas regroupés entre eux et tout. En tout cas, pas dans le centre-ville. Peut-être qu'ils ont évacué la merde plus loin. Je dis pas qu'il n'y a pas une ou 2 cités chaudes. En revanche, il y a une population un petit peu hors blanche, qui est ce qu'on pourrait un peu appeler les Roms, les Tziganes, un tout petit peu, donc avec des SDF, etc. qui sont... Mais globalement, tu sens que là-bas, c'est cadré dans le sens où ils vont pas approcher les touristes. Ils approchent pas les touristes, ils sont là, ils font la manche, machin, ils font leur truc, mais personne va venir t'importuner parce que je pense qu'ils se font massacrer. En fait, je pense qu'on aura dit, les gars, les touristes, arrêtez vos conneries parce que ça va pas aller. Pourtant, c'est une mairie écologiste à Budapest. Oui, le maire de Budapest était dans le cortège de la marche des fiertés. Oui. Il a même pris la parole en taclant Orban, c'est son principal opposant, et c'est le maire de Budapest. Mais putain, c'est super intéressant quand même. Je ne comprendrai jamais la sociologie électorale de n'importe quelle métropole d'Europe. Je ne comprends pas comment c'est possible que la gauche continue de gagner dans ces villes-là, quel que soit le pays. Même en Hongrie, c'est un mair de gauche. Je ne comprends pas. C'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Ouais. Je ne comprends pas. Parce que, je sais pas, c'est des gens peut-être qui ont accès à des métiers un petit peu CSP+, tu vois, donc on est entre gens bien, tu comprends, il faut être ouvert parce qu'on a quand même ce minimum de sécurité et tout. On est bien chez nous, dans des belles résidences, donc on peut voter écolo. Parce que c'est important, la planète. Oui, c'est ça, parce que je pense que c'est ça. Tout le paradoxe, et moi, tous les deux, on habite dans des... Bon, toi, t'habites dans une mégalopole, mais moi, j'habite dans une métropole. On constate en fait que on a une espèce d'apartheid qui n'est pas revendiqué, ethnique. On a un apartheid ethnique où on a en fait des quartiers
où vous payez votre loyer 3 fois son prix réel, si vous voulez, pour éviter de vivre à côté de certaines personnes. Et ces certaines personnes-là sont dans des quartiers où l'immobilier est très très bas, du fait de leur présence, en fait, si vous voulez. Et ces deux groupes ethniques-là, blancs et noirs, on va pas tourner autour du pot, en fait, ne se parlent pas, se croisent à peine et ne vivent pas du tout ensemble et ne souhaitent pas vivre ensemble. Même quand quelqu'un vous dit oui, c'est bien, il faut être ouvert, moi je vais voter écolo, regardez toujours son adresse postale et vous verrez que dans 99% des cas, il n'habitera jamais à côté de la personne qu'il défend et qu'il veut favoriser. Alors moi j'en connais des gens qui vivent vraiment, qui votent écolo, etc. LFI et qui vivent dans le 18e. Mais c'est pas pour autant qu'ils partagent des activités ensemble. Mais ils disent c'est bien, c'est populaire, voilà, il y a de l'animation, des bars, etc. Ils vivent vraiment avec eux, mais c'est pas pour autant qu'ils partagent des activités plus que ça. Ça serait intéressant, en tout cas, de connaître les sociologies électorales des gens des métropoles, qui votent quoi. Vraiment, ça m'intéresserait beaucoup, parce que il faut savoir que, alors là, j'ai regardé les sondages pour les prochaines municipales. Il y a des métropoles où le RN va gagner, mais le RN va augmenter très largement son score dans toutes les métropoles. Mais quand je vous dis très très largement, on passe de 4% aux dernières élections à peu près 15%, à peu près partout en moyenne. Ouais, okay. Et en fait, j'aimerais savoir en fait comment ça se fait, qu'est-ce qu'il explique, quelles sont ces nouvelles personnes, est-ce que c'est de la jeunesse. En fait, je serais très très curieux d'avoir ces sociologies électorales-là, parce que c'est vraiment très très intéressant. Au niveau national, on les connaît, les sociologies électorales, mais au niveau local, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à déterminer, et ça serait quand même intéressant à étudier. Je pense qu'au niveau local, c'est qu'il y a plein d'endroits où ça s'est dégradé. On était, tu vois, les jeunes qui au début, non mais voilà, la police fout la merde, etc., qui ont été confrontés eux-mêmes à la peur au ventre ou à pire. Ils se sont dit, bon allez, c'est bon, il faut mettre un coup d'arrêt, il faut cadrer, voilà. Et je pense qu'il y a tous ces gens-là qui peuvent basculer, je pense. Voilà. Bon, revenons sur la Hongrie. Oui. Et du coup, donc on ne touche pas aux touristes là-bas. Non, on ne touche pas aux touristes. Moi, ce qui m'a énormément plu, parce que j'ai eu la chance de faire pas mal de grandes capitales touristiques, etc. Il y a un truc qui est infernal, que ce soit à Paris, que ce soit à Rome, que ce soit à Athènes, que ce soit à Berlin. Tu es devant les monuments, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs de petits trucs de merde, de souvenirs à la sauvette, les pickpockets, les faux billets. Moi, je suis allé à Rome. Sachez que voilà, je vous fais une petite info touristique. Si vous voulez aller visiter la basilique Saint-Pierre au Vatican, cette basilique est gratuite. Devant, tu as 100 gars minimum qui te vendent des billets. Billets 5 €, 5 € la basilique, 5 € la basilique. La basilique est putain de gratuite. Putain, mais pourquoi c'est pas nettoyé, tu sais? C'est insupportable. C'est infernal. À Hongrie, 0 mec. Je n'ai pas vu un vendeur à la sauvette. Pas un. 0. Dans les endroits où tu sais, tu prends des photos devant le Parlement, les endroits jolis, etc., tu sais, où ça zone un petit peu, comme tu vois par exemple à Rome devant le Colisée, là il y a des vendeurs de boissons, des pickpockets, tu sens qu'il y a des trucs bizarres. Et bah là, pas un, 0. Et là j'ai fait, mais attends, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que ça existe. Et mec, c'est-à-dire que là, tu sens, waouh, comment t'es serein. T'as une sérénité qui monte en toi quand tu te dis, mais attends, mais c'est fabuleux. Ce monde-là est possible où je suis devant un monument. Tout le monde est là de manière à prendre ses photos, à heureux, etc. Et il n'y a pas un gars pour te vendre un truc de merde, pas un gars pour essayer de te voler, de t'arnaquer, un jeu d'argent bizarre. 0. Moi, le seul truc bizarre que j'ai vu, et le mec était tout seul, c'est un gars devant les bureaux de change, ils t'attendent et ils disent « Non, mais changez dans la rue, vous inquiétez pas, moi je te change à un meilleur taux, l'euro. » Donc ça, évidemment, si vous faites ça, bon bah moi je peux plus rien pour vous. C'est que le mec, au mieux, il va vous faire un taux de merde. Au pire, il va vous voler votre argent et point à la ligne. Mais c'est le seul truc que j'ai vu devant les bureaux de change, un mec qui traîne, tu vois. Mais alors devant les monuments, 0. Que dalle. Et là, tu fais, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Pourtant, il y a une pauvreté. Il y a une pauvreté qu'on voit, je vais quand même en parler. C'est la pauvreté. Ils ont leur SDF, en fait, hongrois ou plus ou moins tziganes, machin. Et ces SDF-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme au Canada. Pour ceux qui sont allés au Canada, vous savez exactement de quoi je vais parler. Les SDF là-bas, leur business model, entre guillemets, je sais que c'est horrible de parler comme ça, mais vous allez comprendre. C'est pas de faire la manche, c'est pas de pickpocketer, c'est pas de racketter, c'est pas de je sais pas quoi, c'est de ramasser toutes les canettes et toutes les bouteilles en plastique parce qu'il y a une consigne. Et donc, en fait, là où vous allez être confronté un petit peu à la pauvreté et un petit peu à ces gens-là qui, encore une fois, n'ont jamais été agressifs et tout, c'est quand vous allez au supermarché, aux caisses, il y a des consignes, en fait, où tu mets ta canette, ta bouteille et si tu en mets, en fait, les mecs arrivent avec des immenses sacs poubelles, des fois un sac poubelle dans chaque main, et quand tu en mets, en fait, un, ça vaut 50. Donc 50, c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment rien. En gros, il faudrait 8 pour avoir 1 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc il t'en faut des sacs poubelles pour te nourrir. Et donc les mecs arrivent et il y a des queues de clochards
qui compostent leurs trucs toute la journée et qui cherchent du coup toutes les poubelles et tous les endroits où ils peuvent trouver des bouteilles en plastique et des canettes. Ce qui veut dire que ces clochards-là ne sont pas dans une attitude agressive ou quoi que ce soit vis-à-vis de toi, parce que leur business c'est de trouver des canettes, de trouver des bouteilles, de trouver des canettes. Donc ça règle un petit peu un problème. Et ça au Canada c'est pareil, dans les grandes villes et tout, et même à Berlin d'ailleurs. À Berlin j'avais vu pareil, mais on les voit un petit peu moins. Donc ça c'est le premier truc. Moi j'ai vu aussi un tout petit peu de zonards, de drogués et tout. Moi, j'ai vu une fille se faire une pipe à crack dans des marches du métro. Et bah là, pareil, un peu dans leur monde, tout ça, personne nous a parlé, personne rien. Pourtant, on a pris beaucoup le métro, beaucoup marché et tout. En parlant du métro, extrêmement intéressant pour moi, c'est le critère et comment on appelle ça, l'aspect qui représente le mieux une société. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où un peu tout le monde se croise. Il n'y a pas de barrière pour t'empêcher de passer dans le métro. Tu passes. Il n'y a pas de barrière. Ah oui ? Non, zéro. Donc tu sautes pas, tu sais pas quoi. Pourtant, je n'ai jamais vu un mec bizarre dans le métro. Zéro. Aucun. C'est pas défaut. Non, zéro. Rien. Un mec qui parle fort, un mec qui a une enceinte, zéro. Dans le métro, t'as un petit panneau. Qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé ? Donc pas autorisé de fumer, pas autorisé de manger, pas autorisé de boire. Non. La bonne attitude, donc c'est un petit panneau bleu. Ne pas faire trop de bruit, ne pas casser les couilles, avoir ton chien en laisse, machin. Voilà, c'est clair. Pourtant. Mais alors. Oui. Vas-y. Je te coupe, mais ce que tu dis, c'est génial parce que tu vois, tu parles de ce sentiment de sérénité, de sécurité, en fait, j'ai pas d'inquiétude, je regarde pas 12 fois derrière moi pour savoir s'il y a pas un mec qui va voler mon portefeuille qui est dans la poche. C'est ça. Aller dans le métro et savoir que il va pas y avoir un mec qui va venir en disant « Si vous avez une pièce ou un ticket resto, merci de me les donner ». Putain, mais un ticket resto, c'est 8 €, enculé. Une pièce, c'est pas 8 €. Bon, bref, ça, c'était pour la petite aparté. Et en fait, ce sentiment-là, à 2 heures en avion de Paris, tu te dis, mais attends. Pourquoi un pays de 6 millions d'habitants, comme la Hongrie, qui a le PIB de mon livret A, arrive à avoir un pays ultra stylé, ultra safe, où les touristes sont contents d'aller là-bas parce qu'il faut savoir que les petits Français de 18-25 ans là, qui votent Mélenchon là, partent tous en vacances en Hongrie, à Budapest, là, parce que c'est super cool. Oui, c'est super cool, mais vous savez aussi que c'est surtout super safe. Hein. Et ça bouge bien la nuit aussi. C'est pour ça qu'ils y vont. Et vous vous dites, mais putain, c'est à 2 heures en avion de Paris, et nous, on est la 7e puissance économique du monde, la 5e puissance militaire, et on n'arrive pas à avoir le quart de la sérénité des Hongrois. Alors, il y a 2 solutions. Soit on est des merdes, soit en fait c'est volontaire. Et vu ce qui s'est passé l'été dernier pendant les JO à Paris, ben moi j'en arrive à la conclusion que c'est volontaire. Oui, c'est possible d'avoir un centre-ville nettoyé. Ils l'ont fait en à peine un mois pour les JO. C'est possible. Bon en Hongrie ils le font toute l'année, mais donc c'est possible. S'ils le font pas, pourquoi ? Les JO à Paris, les amis, moi j'ai vu des vlogs de certains youtubeurs, etc. Là, tu pouvais manger par terre. Oui, moi j'y étais, donc je peux en parler. Ouais. J'y étais aussi aux JO, donc je confirme, vendeur de Tour Eiffel, tout ça, terminé. Plus finito. Moi, les mecs bizarres, finito. Moi j'ai ma sœur qui habitait à l'époque vers Porte de la Chapelle. Ouais. Apparemment c'était Disney World. Oui, parce qu'il y avait l'Adidas Arena. Et l'Adidas Arena accueillait les épreuves de badminton. Donc oui. Voilà. Donc il n'y avait plus de problème. Mais comment en un mois on peut évacuer tous les problèmes d'une ville comme Paris qui est immense pour un événement, et au bout parce que une fois que les JO sont finis, 3 jours après c'était Relozo. Ouais. Donc en fait, comment c'est possible ? Comment ils ont fait pour, à la Tour Eiffel, qu'il n'y ait plus un putain vendeur de Bonto à la Tour Eiffel, et que 3 jours après la fin des JO, les mecs soient de retour ? Comment c'est possible ? Tu sais que tout à l'heure, on a parlé d'une anecdote qui nous a fait pleurer de rire quand Orban a pris des bus et a envoyé les migrants à Bruxelles. Vous savez que là, si vous êtes dit quand même la dictature, l'extrême droite, sachez que Paris a fait pareil vers Châteauroux, vers Orléans. Ils ont mis des cars avec des migrants dedans et ils ont balancé ça en province. Sachez qu'on l'a fait. C'est sourcé de partout. Hein. Tapez sur Internet, c'est sourcé de partout. Et même pire, ils l'ont fait à Bruxelles. Ça, c'était énorme aussi. Les mecs ont envoyé des cars dans un autre pays sans avertir le pays. Hein. Et là, tu te dis, mais attends. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends. Pourquoi on fait des cars pour envoyer des Africains vers d'autres villes de France ? Pourquoi on fait pas juste des avions, en fait ? Mais tu comprends ? Oui. Une fois que tu les as avec toi, ils sont là, tu les as mis dans le car. Pourquoi tu les renvoies pas au Mali ? En fait, je ne comprends pas, en fait. Donc, il y a forcément une volonté, un laisser-faire qui est volontaire. Pour quelle raison, je sais pas. Mais tout ce qui vous arrive est pour moi volontaire. Ah, mais moi aussi. Moi, je suis de la Hongrie, on est encore un. Oui, c'est que, à mon avis, bon, là, c'est extrêmement complotiste. Hop, petite sirène, parce que là, c'est important, petite sirène.
Donc moi, à mon avis, tout ça est voulu parce que déjà, ça vous laisse un petit peu dans votre merde. Et en plus, ça nous laisse dans des problèmes de pauvres. C'est-à-dire, il faut survivre au jour le jour, ne pas se faire agresser, machin. Il y a une partie des gens qui sont dans un racisme pur et dur et qui, du coup, sont là. Les Arabes, les Noirs, c'est des enculés, machin, ils puent la merde, truc, ils sont bêtes et tout. Et ils ne réfléchissent pas à qui les a laissés venir, qui tient les ficelles, etc. Et donc, ils sont dans un racisme pur et dur, sans oublier que là-haut, en fait, il y a des gens bien français qui contrôlent les ficelles et eux, ils se retournent jamais contre eux. Donc ça, c'est 1. 2, l'exemple que j'ai, c'est que par exemple, il n'y a jamais de révolution du régime à Djibouti, parce qu'à Djibouti, les gens, ils essaient déjà de manger. À Paris, dans les villes de France, les gens, ils essaient de pas se faire tuer, et du coup, ils oublient de faire la révolution sur l'État qui est en train de leur vider la poche et de les racketter. Donc, en fait, t'es dans tes problèmes de pauvres. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs épisodes dans ce podcast, c'est que nous, évidemment, l'immigration venue du sud de la Méditerranée, on est évidemment contre et on a envie qu'elle cesse, il n'y a aucun problème. Et évidemment, moi, en tout cas, à titre personnel, je pense que nous ne sommes pas compatibles, on ne peut pas vivre avec une masse, c'est important de dire le mot masse, d'Africains et d'Arabes, ce n'est pas compatible. Mais par contre, moi, je n'en veux pas aux Africains et aux Arabes d'être ce qu'ils sont, puisque c'est comme ça, c'est dans leur nature. Donc les mecs sont ce qu'ils sont. Donc vous les côtoyez au quotidien, donc vous savez en fait pourquoi vous ne les aimez pas. Mais moi, ce que je déteste bien plus, ce sont les gens qui rendent possible leur venue. Bien sûr. Je peux pas critiquer un Ougandais qui essaye d'avoir une vie meilleure en Europe. Oui. C'est logique que quand tu vis dans un pays de merde, c'est logique que tu as envie d'aller voir ailleurs pour savoir si c'est bien mieux. C'est logique. Mais moi, je ne vais pas critiquer cet Ougandais-là, même si j'ai pas envie qu'il soit là, parce qu'il me casse les couilles et il crée des problèmes d'insécurité, de propreté, plein de problèmes. Mais j'en veux beaucoup plus à ceux qui ont rendu possible la venue de cet Ougandais. Et c'est ça qu'il faut bien vous mettre dans la tête. Il faut vous mettre dans la tête que les enculés dans l'histoire, c'est ni les Africains ni les Arabes. Ils le sont évidemment, mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est les gens qui ont rendu possible leur venue. Voilà. Et vous voyez qu'en Hongrie, ça se passe pas. Parce que en fait, ils ont un mec au pouvoir qui dit non. Non, en fait, moi je vois l'état de la France, je vois l'état de l'Allemagne, je vois l'état de l'Espagne. On va peut-être en faire un podcast la semaine prochaine sur l'Espagne, vu ce qui se passe en ce moment en Espagne. Lui, il a dit non. Voilà, moi je veux que mon pays reste safe et que les Hongrois vivent bien. Voilà. Aujourd'hui, voilà le témoignage de Trotsky. Et c'est vrai qu'on s'est tellement habitué que parfois on doute, on dit attends, est-ce que je suis pas en train de devenir raciste quand même, c'est pas bien, etc. Moi je côtoie des gens, ils doutent. Mais je suis désolé. Mais franchement, faites cette expérience. Parce que moi, pour prendre. Je suis parti de Charles de Gaulle, là, de Roissy. De là, j'ai pris le RER B. Et le RER B, il parle, pour ceux qui connaissent, de Gare du Nord. Gare du Nord, Gare du Nord, tu sais, t'as un peu mal réveillé. Tu crois que t'as atterri à Abidjan. C'est ça. C'est pas la chanson Gare du Nord en novembre. Ça n'a rien à voir, c'est pas aussi poétique. Non. Gare du Nord, c'est. Tu vois, t'as 10% de blanc. En fait, c'est ça qu'il faut dire à un moment donné. Et nous, tu sais, on revient de Hongrie où putain, on était bien, on était safe. Et là, des vendeurs à la sauvette, des gens bizarres, ça parle fort, des gens qui parlent tout ça. Je te jure, mais mec, tu passes de l'un à l'autre, mais ça fait bizarre. Alors qu'on était dans un pays européen, on parlait anglais, tout était normal. Enfin, tu vois, on n'était pas non plus dépaysés au point, on n'était pas au Japon. Et là, tu te dis. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, c'est évidemment que ça a été laissé pourri là, et évidemment que ça n'est pas safe, c'est horrible, et la France non, mais ce n'est pas logique, quoi, que ce soit comme ça. Et c'est vrai que de passer de l'un à l'autre, t'es obligé d'en tirer des conclusions radicales et totales. Et surtout, comme tu dis, cette habitude que nous avons pris en tant que Français d'esquiver le plus possible cette immigration-là et les problèmes qui en découlent en achetant des appartements ou louant des appartements 2 à 3 fois leur prix pour être bien dans certains quartiers en ne prenant plus le métro et en privilégiant le vélo. Parce que c'est ça, le vélo. Le vélo, c'est pour éviter de prendre le métro. Il ne faut pas croire que le vélo, les gens se sont réveillés écologistes du jour au lendemain. Non, le vélo, c'était pas mal, surtout électrique, ça va plus vite et ça t'évite de prendre le métro et de fréquenter qui est à l'intérieur de ce métro-là. Nous, on a pris ces habitudes-là, mais qui ne sont pas normales. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas normal. Oui. Voilà. Et ce n'est pas normal que la gare du Nord ressemble au marché d'Abidjan. Ce n'est pas normal. On est en France, ça ne doit pas ressembler à ça.
qui est une partie même de touristes ou de gens qui viennent travailler, des gens intégrés, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a une disproportion qui est hallucinante. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand on voit comment ça marche bien en Hongrie, mais le pire, non, mais c'est ça, c'est le métro, quoi. Le métro, là-bas, c'est propre. Tu vois, je te dis pas que c'est tout nickel partout et tout. Le métro, là-bas, c'est propre, c'est assez silencieux. Tu vois, nous, la dernière fois, il y avait des jeunes là, qui allaient faire la fête et tout, des Hongrois, donc voilà, on rigole et tout. Mais t'as aucun mec qui s'amuse à mettre les pieds sur les sièges, t'as aucun mec qui s'amuse à avoir une grosse enceinte, t'as aucun mec qui fume. Moi, je le vois toutes les semaines, ça. Ça, c'est mon quotidien toutes les semaines dans le métro à Paris. Là-bas, putain, pourtant, on l'a pris souvent. Tu vois, tous les jours, 3-4 fois par jour. Je n'ai jamais vu ça. Ce que je voulais dire de très important, il n'y a personne qui zone dans le métro, personne qui dort sur le métro, personne qui fait la manche dans le métro, rien. Alors, vous allez me dire, ah ouais, il y a une sécurité de malade, c'est obligé. Les contrôleurs, mec, c'est des nanas de 45 ans, toutes fines, tout machin. C'est des petites dames qui ont un petit brassard et qui viennent te contrôler. Alors, il y a beaucoup de contrôles. Hein. Par contre, ne vous amusez pas à prendre le métro sans un ticket, vous allez vous faire choper, c'est obligatoire. Et elles passent, elles sont toutes seules et juste elles valident. C'est tout. Donc, là, en France, tu fais ça. Il y a 7 Aboubacar qui lui disent non, pas ticket. Et elle repart la queue entre les jambes. Et là, c'est pas des cow-boys. Eux, ils contrôlent, ils sont pas cachés. Les contrôleurs là-bas, ils sont en haut du métro. Donc, c'est-à-dire, avant que tu prennes, c'est-à-dire que tu pourrais reculer et te dire ah bah tant pis, il y a la contrôleur, je pense pas. Non, eux ils sont tout là-haut, très visibles, et ils te font un petit bip bip et voilà, ils sont deux. Souvent je te jure, ils ont un physique qui est pas un physique d'agent de sécu quoi. Et pourtant, le métro, il n'y a pas de zonard. Enfin, c'est vraiment tu hallucines. Et moi, les seuls endroits de zone qu'on a vus, c'est sur des places. Tu vois, des places à partir de 23h. Bon, ils sont assis sur des bancs. Tu sens que voilà, c'est des mecs pas trop un peu chelous. Mais ils sont pas dans le métro, donc toi tu peux totalement les esquiver en allant faire ta vie. C'est ça qui m'a vraiment choqué moi, sur le côté transport et propreté. Bon, ben super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Un petit peu d'autres choses. Moi, pareil, on nous a fait le cliché. Oui, alors tu vas voir les gens de l'Est, machin, ils sont froids, ils ont du mal à parler anglais et tout. Faux, totalement faux. Encore une fois, moi, tous les pays que j'ai fait, à chaque fois, les Français, on est les plus nuls en anglais. Là, c'est pareil. Tous les jeunes que j'ai croisés, là c'est vraiment, on va dire en dessous de 45 ans, ils parlent tous parfaitement anglais, en tout cas dans la capitale. Donc ils sont tout ça, ils sont très avenants. Les commerçants, ils ont très bien compris qu'il fallait être avenant, qu'il fallait être sympa. Il y en a qui connaissent des mots de français, etc. Parce que moi j'ai tellement un fort accent anglais qu'ils comprennent que je suis français dès le deuxième mot. Donc voilà. Et en fait les mecs, très sympa, à te conseiller tout ça, et pas à l'italienne avec on essaie de t'arnaquer, machin et tout. Donc ça c'est cool. Franchement, on se sent avec des gens qui sont contents quand tu leur dis un ou deux mots en hongrois. Tu sens qu'ils sont quand même fiers de leur culture, fiers de leur pays. Donc ça c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Toujours prêt à te donner, à t'aider, à t'orienter, etc. Les seuls gens que j'ai vus de pas parler anglais, c'est je suis allé, tu sais, c'est une ville thermale, Budapest. Donc en fait il y a des grands bains et tout. D'ailleurs la plupart des bains sont non mixtes. Donc c'est, tu vois, pourtant on n'est pas en Afghanistan, mais c'est non mixte. Donc nous on est allé dans des bains mixtes. Et en fait là j'ai croisé 2 mamies parce que c'est bon pour les articulations et tout comme ça. Il y en a une qui avait mal à l'épaule et là elle parlait pas du tout anglais. Donc c'est vrai que le hongrois est une langue extrêmement différente. Donc là pour le coup on n'a vraiment pas réussi à se comprendre. Bon tant pis, c'est pas grave. Et donc ça c'est le premier point. Ils parlent très bien anglais, ils sont sympas. C'est pas des gens glaciaux, je sais pas quoi. Premier point. Deuxième point, leur monnaie. Donc attention, c'est pas la même monnaie qu'en euros, même s'il y en a plein qui acceptent l'euro. C'est une monnaie, en gros, 1 euro, ça vaut 400 de leur monnaie, là, le forain. Voilà. Ouais. Donc à savoir, c'est un petit peu moins cher, mais c'est pas non plus des prix dérisoires. Tu vois, on mange pas comme aux Philippines pour 10 centimes. Faut pas abuser. Okay. Et l'autre truc que je voulais dire, qui va revenir un petit peu sur la sécurité, il y a 2 choses que je voulais dire. C'est donc j'ai visité le Parlement. Le Parlement, où sont votées les lois, etc. C'est le cœur de l'instrument politique, puisqu'on l'a dit, c'est un régime parlementaire. Et c'est marrant. Donc déjà, c'est magnifique. Hein. C'est orné, nickel, machin, pour y aller. Tac, les billets, c'est extrêmement bien organisé. J'ai trouvé que les Hongrois étaient bien organisés et étaient frontaux. Tu vois, c'est pas c'est compliqué. Non, blam, 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 c'est là, ça c'est là, t'attends ici, machin, tac. T'attends devant le bus, c'est blindé, on fait la queue devant. On te laisse sortir, on pousse pas. C'est quand même, tu sens que le Hongrois est discipliné. C'est discipliné, c'est carré, personne traverse au feu rouge. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est carré et terminé l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai remarqué au Parlement ? Au-dessus de la salle de vote où on peut aller, la salle de vote de rechange, parce que quand l'autre est en travaux, bon bref, ça c'est une petite parenthèse, tu as des petites statues qui représentent toutes les valeurs dont le député doit faire preuve. C'est-à-dire quelle qualité dont tu dois disposer. Et qu'est-ce que j'ai remarqué ? Qu'il y avait la valeur de la foi. Tu vois, c'est marrant.
Pour eux, c'est important. Il faut faire preuve de foi pour être un bon député. Donc je me suis dit, ah tiens, donc la religion quand même tient un aspect important, alors qu'eux, ils ont vécu chez les soviétiques, et je rappelle que dans le communisme, la religion est interdite, puisque c'est interdit. Donc là, ils ont remis ça, cet aspect de la foi. Donc je me suis dit, tiens, je vais en parler parce que ça me paraît intéressant. Et le dernier truc que je voulais dire, et ça, c'est la personne avec qui j'y étais, en l'occurrence ma maman, donc c'est marrant parce qu'elle, en tant que femme, ça l'a marqué. On s'est baladé le premier jour à 23h30. Et oui, donc ça, c'est attention, dans n'importe quelle ville ou capitale européenne, vous ne pourrez pas le faire, tu vois, un homme et une femme comme ça, même si nous, on n'est pas non plus des perdreaux de l'année, mais quand même. On s'est baladé à 23h30 sur les quais du Danube. Donc c'est magnifique, c'est voilà, le long des bâtiments où tout le monde, les gens viennent boire un verre, etc. Encore une fois, pas de groupe de gens avec de la grosse musique, pas de French arabique, non. Chacun boit ses petits verres, machin. Et d'ailleurs, je fais une dernière parenthèse et j'en arrive à la conclusion, c'est que eux, ils n'ont pas de barrière. Tu peux descendre dans le Danube. En fait, tu peux te mettre sur les marches. Mais faites ça en France, les gars. Faites ça en France. Il y a des noyés tous les 2 jours. Il y a les mecs qui commencent à faire des bastons en dos, des je sais pas quoi. Eux, personne dans l'eau. Non, ils se mettent sur les marches, juste près du Danube pour profiter de la fraîcheur. Personne ne s'amuse à faire le malin sur ça. Donc ça, c'est 1. Et 2, nous, du coup, on marchait le long du Parlement, etc., dans les endroits très... c'est le centre pur de la capitale. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ? Beaucoup de jeunes filles avec des tenues absolument affriolantes. Tu vois, ils avaient 2 cm de carré sur la peau. Leur jupe, elle leur arrivait, tu sais, elle leur arrivait en haut de la cuisse. Et voilà, pareil, il y a des décolletés de zinzin et tout. Et avec ma mère, on s'est dit, ah ouais, donc eux, ils ont pas peur de marcher. Je pense que le viol, si tu veux, c'est pas, à mon avis, c'est pas, tu vois, c'est pas une peur qu'on a toutes les 2 rues. À Paris, faites ça. Habillez-vous comme elles s'habillent, les meufs. Hallucinant, parce que tu sais, c'est une ville qui a beaucoup de fêtes, machin. Donc elles allaient en boîte, truc, et elles marchent comme ça le long du quai du Danube. Faites ça sur les quais de Seine. Pour voir. Faites ça. Et donc, elle marche comme ça, des fois toute seule, dans des tenues de fou furieux, et il n'y a pas de galère. Et c'est vrai que ça, on avait oublié que c'était possible en France. Et ça, c'est choquant, tu vois. C'est qu'on avait oublié. En fait, finalement, la Hongrie, c'est juste la France des années 60. C'est un peu ça, ouais. Finalement. C'est un peu ça. Parce que tout ce que tu dis, je suis désolé, mais tous les Blancs civilisés, si on avait la même population française uniquement blanche en France, nous ressemblerions à la Hongrie. Là, en fait, nous, ce qui fait que la France est aujourd'hui un zoo, c'est en partie dû au fait que nous ayons des millions d'Africains et de Maghrébins en France. Mais sinon, sans eux, je suis désolé, mais on pourrait se promener largement, en tant qu'une fille pourrait largement se promener le long des quais de Seine ou les quais de je sais pas quoi, en mini-jupe, sans que ça pose aucun problème. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que je suis désolé, mais citez-moi un quartier malfamé de blancs en France. Il n'y en a pas. Toutes les filles là, ultra-gauchistes, là, oui, vous vous habillez pas en jupe pour traverser certains quartiers, à majorité arabo-musulmane. Mais quand vous traversez le 16e arrondissement à Paris en jupe, ça vous pose pas problème. Vous vous sentez pas en insécurité. Donc en fait, finalement, quand on fait le bilan de ton voyage en Hongrie et du pays qu'on a étudié aujourd'hui, et quand on compare à la France, la seule chose que nous avons à leur envier, c'est leur immigration zéro, en fait. Oui, et peut-être aussi le cadre. Parce que, est-ce que, tu vois, là, les Blancs, maintenant, qui sont partis en couille, tu vois ce que je veux dire, on cite toujours les Kevin, les trucs comme ça. Oui. Eux aussi, et la justice, ils leur pissent au cul, la police, c'est de la merde, machin. Les contrôleurs RATP. Il y a aussi ce cadre-là, à mon avis. Après, il y a aussi, il faut prendre en compte les particularités géographiques. Les gens de l'Ouest sont évidemment beaucoup plus indisciplinés. Les Latins, en fait, en gros, c'est ça. C'est les Latins, les Méditerranéens sont évidemment beaucoup plus indisciplinés. Ça, c'est logique. Mais ça en fait pas d'eux, des monstres. Tu vas dans toutes les férias du Sud-Ouest, oui, les mecs sont indisciplinés, oui, les mecs pissent par terre, oui, les mecs se vomissent dessus, les mecs sont complètement... Enfin, tu vois, là, j'ai vu à Bayonne, les mecs, tu tournes une roue quand tu vas dans un bar, tu prends un shooter et tu te ramasses une énorme claque du patron. Voilà. Sa main pleine de peinture sur la tronche. Peut-être qu'en Hongrie ils font pas ça, peut-être qu'en Hongrie ils cassent pas des glaçons avec la tête sur les bars, ça c'est vrai, mais c'est plus l'esprit méditerranéen en fait qui change de l'esprit un peu plus cadré. On a évidemment tous des particularités génétiques à prendre en compte. Même si leurs nuits sont extrêmement agitées, hein. C'est dans les nuits les plus folles de toute l'Europe. À Budapest, c'est là où tu peux conduire des chars, lancer des nains, enfin bref. C'est attention, hein. Mais la journée, c'est pas pour autant que ça part en couille, et c'est pas pour autant que les mecs vont jeter leurs cigarettes par terre, leurs papiers, etc. Voilà. C'est extrêmement propre. Voilà. Ça, en France, même les Blancs
moi j'en côtoie, c'est insupportable. Les gars, arrêtez, putain, mais fais 10 mètres et mets des trucs dans la poubelle, espèce d'enculé. Oui, mais parce que les Blancs ont adopté certains comportements d'Africains. Ouais, je sais pas. Ça aussi, il faut. Mais il y a de ça. Il y a évidemment de ça. Donc, en fait, quand tu vis avec des gens qui sont sous-éduqués, eh ben, tu finis par toi-même à leur ressembler, que tu le veuilles ou non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Je pense qu'aussi le manque de cadre et tout, là maintenant, après, évidemment, tu vois. évidemment. En tout cas, merci pour cette petite visite de la Hongrie, cher Trotsky. J'espère que vous en avez appris plus sur ce pays et surtout que ça vous a donné envie d'aller y faire un petit voyage. Bah oui. Voilà, pour comparer la ville dans laquelle vous habitez à Budapest. Et puis après, vous faites les conclusions vous-même. C'est ça. Simplement. Vous devenez fan du podcast, vous likez, vous partagez, vous commentez, et puis vous dites en fait ils avaient raison depuis le début, que tout le monde écoute de l'autre côté du mur, bordel de merde. Voilà, normalement c'est le chemin, c'est la ligne droite. Hein. Voilà les amis pour ce qui est de la Hongrie. Fin de l'épisode, on vous a quand même évidemment régalé avec un épisode de un peu plus d'une heure cette semaine. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour, comme on vous l'a dit en début d'émission, le pendant ce temps-là en France, spécial affaire Brigitte Macron. On va essayer d'être le plus factuel possible dans cette affaire sans trop tomber dans le complot un peu pourri. On va essayer de faire un épisode un peu travaillé, un peu sympa. Donc les amis, on se dit à la semaine prochaine pour cet épisode-là. Ouais, n'oubliez pas de liker la vidéo les gars et de partager même pendant l'été, c'est important. Il y aura en Europe pour beaucoup de trajets en voiture, donc pour les trajets en voiture de vos potes, n'hésitez pas à envoyer, voilà, s'il y a des gens qui veulent aller à Budapest, partagez à tout le monde, mettez bien un petit like et un petit commentaire parce que l'algorithme apparemment nous laisse un petit peu respirer, donc bastonnez bien les gars et puis de toute façon on se lâche pas, on se retrouve la semaine pro. Ciao ciao.